nous acceptons l'amour que nous pensons mériter. Mais si on méritait mieux? Parlons des relations et de leur impact sur notre vie. Salut à toutes et tous et bienvenue sur Universel, notre podcast dédié au développement personnel. Oui, ici on plonge chaque semaine dans les sujets qui nous touchent toutes et tous, de l'estime de soi aux grandes questions existentielles. Et tout ça avec une bonne dose d'authenticité, un brin d'humour parce qu'on en a toujours besoin, et bien sûr des réflexions qui poussent à se dépasser. Si vous cherchez des outils concrets, des anecdotes inspirantes ou juste une pause dans le tumulte du quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Allez, on se lance? Bienvenue sur Universel. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une relation toxique où tu as eu le sentiment que c'était très difficile pour toi de t'en sortir ou de trouver la solution pour te sortir de là ou Ah mais clairement, après j'en ai eu plusieurs relations toxiques. J'ai eu de la chance de ne pas en avoir eu dans mon cercle intime, mais par contre travail et famille, ouais. Et celle qui vraiment te vient là comme ça direct? Ah mais c'est les deux parce que les deux ont eu des impacts dans ma vie perso. Dans ma propre confiance en moi et dans mon analyse personnelle. Comment t'as identifié que t'étais dans une relation toxique avec, par exemple, ton ancienne chef? Alors, mon ancienne chef, bon après, c'est parce que ça allait très loin, que ça s'est fini en burn, je pense, et que j'ai pris le temps d'analyser par la suite. Donc c'est après toi, une fois que tu as pris la décision d'arrêter? Une fois que j'ai pris la décision d'arrêter. Alors même pendant que j'étais dedans, parce que on la voyait fonctionner avec d'autres et qu'elle a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire qu'elle avait besoin d'avoir quelqu'un, un bouc émissaire, et que j'en ai fait les frais, je l'ai été. Et puis après que je repartais dans les petits papiers, et puis ainsi de suite. Donc, en fait, elle avait toujours besoin d'un bouc émissaire. Oui. Donc en fait, toi tu penses que c'est le démarrage de pourquoi c'est quelqu'un qui aura toujours des relations, aura des relations toxiques? Alors là par contre, pour ma part, je pense pas qu'une personne a forcément des relations toxiques avec tout le monde, parce que ça a été une personne apparemment qui s'entendait très bien avec d'autres personnes de l'entreprise. Non, mais même pas de l'entreprise, mais auparavant dans des situations. Donc je pense que elle, c'est dans cette entreprise-là, oui. Il y a des choses qui font que elle a nourri des conflits et que ça a été très toxique dans le boulot, quoi. Voilà. Mais après, j'estime pas. Pour moi, être quelqu'un de toxique, c'est encore différent. Ça relève de cas cliniques et là, c'est. Et est-ce que toi, tu as le sentiment que tu as le schéma qui se répète régulièrement? Au travail, je parle. Parce que famille, après, pour moi, c'est deux choses pareilles, mais deux contextes différents. Oui. Est-ce que. Dans le cadre du boulot, alors là, par exemple, j'ai enchaîné un boulot par la suite après celui-ci. J'ai su identifier, en fait, dès le départ, quelle personne allait me mettre en difficulté par rapport à ça. Voilà, quel comportement, qu'est-ce que ça allait générer chez moi. Et j'étais peut-être plus dans l'analyse que de rentrer dans le schéma de cette relation et de la nourrir, quoi. Du coup, tu as posé des limites en disant telle personne ne se comportera pas comme ça avec moi. Je n'autorisais pas, clairement. J'ai pris le pas d'éviter tout échange qui pouvait me mettre dans la même situation. Du coup, avec cette ancienne chef, tu sentais pas que... tu savais qu'elle avait le lead et l'ascendant sur toi, parce que voilà. Et toi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu penses que tu as laissé s'instaurer tout ça? Est-ce que c'est l'affect? Est-ce que c'est le respect? Est-ce que c'est le partage de valeurs? Alors, c'est énormément l'estime. Tu l'estimais beaucoup, professionnellement parlant ou personnellement parlant? L'estime de moi, le besoin de me sentir estimée au travail, sur mes compétences. Valorisée ou estimée? Les deux. Je pense que les deux étant liés, mais
Pour moi, voilà, tu peux pas être estimé si derrière on valorise pas un minimum et qu'on donne pas un minimum de crédit à ce que tu fais, en fait. Ok. Euh, Et du coup, tu penses que c'est le fait que tu avais une faible estime de toi qui fait qu'à un moment donné, elle a pu vous emmener toutes les deux, donc elle et toi, dans cette relation toxique? Alors, je pense que j'étais passée par une société auparavant qui m'avait déjà bien mis à mal, que ça a été crescendo, c'est-à-dire que pour moi, il y a des schémas répétitifs dans les relations toxiques, à savoir quelque chose de super agréable au début, de très valorisant, de beaucoup dans la communication, on va beaucoup échanger. La passion. Ouais, la passion, le truc. Ouais. Fusionnel. Ouais, le truc où, voilà, où tu te retrouves dans ce que dit l'autre, t'échanges énormément, c'est génial, c'est super. La lune de miel. Ouais, la lune de miel, on t'accepte, c'est super, c'est toujours très bien ce que tu fais, toujours très bien ce que tu dis. Et puis après, il y a l'envers du décor, en fait, où ce truc s'essouffle, mais ça s'essouffle brutalement et violemment, je trouve. Et je trouve que c'est un schéma un peu répétitif. Moi, j'ai eu des copines, ça a été dans leur cadre intime, dans leur relation Avec les mecs. avec les mecs. Ou les nanas. Mais... Oui, mais... Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est avec les mecs. Et où... il y a cette part de... j'évite de quoi, il coupe l'autre de... d'abord, il les valorise énormément, et puis après, il les coupe de leur entourage, ouais. de gens qui peuvent les mettre voilà, à distance. De personnes qui peuvent remettre en question leur dire. Et d'où le fait que, pour moi, remettre en question ce qu'on dit, ça permet aussi de ne pas s'enfermer dans des schémas toxiques, parce que, voilà, de toujours remettre en question. C'est intéressant, en fait. C'est pas forcément néfaste. Ouais. Voilà. Oui. Mais après, par exemple, si moi, je remettais tout ce que tu dis en question, est-ce que ça te poserait problème ou pas? Non, après, je le vis pas mal qu'on remette en question tout ce que je dis, parce que je le fais. Oui, mais au travail, est-ce que c'est quelque chose qui peut te poser problème? Si je remets en question ce que tu as fait ou ce que tu as dit. En fait, c'est pas le problème de remettre en question ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit au travail. C'est le problème de rentrer dans un schéma où tu es adulé, tu es encensé, on va... oui, et demain, t'es détesté. En gros, je schématise. Ah, mais le mot est faible à détester. C'est-à-dire que moi, cette manager, elle pouvait rentrer dans le bureau, on en a encore parlé ce week-end, donc c'est marrant. Elle pouvait rentrer dans le bureau, me regarder, ne pas m'adresser la parole, s'adresser à la personne en face de moi qui partageait mon bureau pour me donner des instructions. Tu dirais à Léna que... Tu diras à Léna, tout fort, le plus fort possible, pour bien que j'entende, mais ça ne m'était pas directement adressé. Ok. Voilà, elle a eu des comportements où, je sais pas, alors c'était marrant, il y a une situation, elle surprend une de nos collègues sur l'ordinateur d'une de ma remplaçante à l'époque, puisque j'avais fait un stage j'avais fait une mission sur le terrain en tant que commercial. Et donc, elle surprend une des ADV sur le poste de l'assistante marketing. Et puis, elle la surprend, elle lui demande ce qu'elle fait là, et elle l'envoie mais péter en lui disant que c'est inadmissible, etc. etc. Et en fait, cette personne n'a jamais expliqué les raisons qui faisaient qu'elle était sur un poste de travail qui n'était pas le sien, sur l'ordinateur, qu'elle avait supprimé des éléments. Et en fait, la nana est partie, cette manager est partie en tête que forcément elle a supprimé des données confidentielles, à caractère confidentiel, et principalement des mails, ou du moins qu'elle aurait transféré des mails qu'elle avait adressés à cette remplaçante pour lui nuire. Et en fait, bon, déjà je pense que c'est parce qu'elle n'était pas pleinement confiante dans sa manière de communiquer avec les gens pour penser qu'on pourrait lui nuire par ses échanges.
Donc voilà, si ça lui posait un problème, c'est qu'elle déjà n'était pas forcément d'accord. Donc ouais, pour moi, elle n'était pas pleinement confiante sur sa manière de communiquer, donc elle ne pouvait pas être confiante sur ce qu'on allait faire de ces échanges. Et en fait, moi, j'étais à l'époque sur le terrain encore, du moins, je faisais une implantation le matin, donc je m'étais levée à 4h30, 5h, pour aller faire cette implante en magasin. On m'appelle à 9h sur le retour, puisque j'additionnais les 2 boulots, et elle me dit bon, mais tu redescends en bas en fait, tu redescends dans le bureau avec les filles. Ok, je comprends pas, j'arrive, tout le monde se fait la gueule, je sais pas trop ce qui se passe. Elle me passe le PC, je redescends en bas. Et en fait, elle avait supprimé tout accès à ma remplaçante, donc la nana qui n'y était pas, hein, elle n'était pas présente. Elle lui avait retiré tous les accès au serveur, les accès aux mails, etc. Et toutes les demandes qu'elle devait lui donner passaient par moi. C'est-à-dire que pour travailler, la nana ne devait avoir affaire qu'à moi. Et c'est là où, en fait, pour moi, c'est des schémas toxiques, c'est des schémas qui se répètent. Voilà, Et du coup, comment t'as fait pour t'en sortir ? Parce qu'en fait, techniquement, est-ce que c'est toi déjà qui as pris conscience que c'était vraiment un problème ? Est-ce que c'est ton entourage qui t'a dit « T'en stop, là, c'est un problème ?» Et comment t'as fait pour t'en sortir ? Bon, t'as changé de travail, donc ça, on a compris. C'est ça. Alors, je pense que déjà, on voit... On sait déjà dès le départ qu'il peut y avoir un souci, mais on a toujours un excès de confiance. Ou un espoir que ça peut s'arranger. Ouais, mais même un excès... Ou changer. Réellement, un excès de confiance. J'ai pas honte de le dire, là, pour le coup. Un excès de confiance de se dire, avec moi, ça sera différent. De se dire, non, avec moi, ça va pas fonctionner comme ça. Avec moi, elle fera pas ça. Avec moi, elle fera pas ça. Parce que je suis une autre personne que les autres, parce que... donc, il y a un peu un excès de confiance là-dessus. Ou non, en fait, quelqu'un qui a envie d'imposer un certain rythme. En fait, c'est elle qui t'a pété ta confiance en toi. Ouais, je pense que déjà l'expérience juste avant, là où on s'est rencontrés, c'était pas forcément. Je pense que ça n'a fait qu'appuyer, que renforcer. Et je pense que j'ai juste pas assez pris le temps par rapport à toutes ces situations de travail qui se sont répétées. Ou la dernière, par contre, je l'ai un peu plus identifiée, où là, j'ai carrément stoppé avant que ça prenne le pas sur qui j'étais, parce que je me reconnaissais plus. Et de tout arrêter, en fait, d'essayer plutôt d'être dans une quête de savoir qui je suis et ce que je veux, en fait, comment je veux travailler. Du coup, tu penses, est-ce que, du coup, je vais donc c'est ton entourage ou c'est toi qui as pris la décision de... Alors, pour cette expérience-là, moi, je l'ai vu déjà, c'est pour ça, c'est ce que j'avais y venir. En fait, quand j'ai passé mon entretien, on me fait patienter, la nana débarque dans le bureau qui était vitré, engueule comme du poisson pourri la nana, que j'ai appris par la suite que j'allais remplacer. Sur le moment, je ne le savais pas, mais c'est-à-dire qu'elle l'a pointé du doigt. Dans la manière de communiquer, je les entendais pas réellement, mais tu l'entendais crier, tu l'entendais être verbalement agressive. Déjà là, en fait, j'aurais dû dire non, je ne viens pas travailler ici. Mais comme tu disais, excès de confiance, avec moi, elle sera pas pareil. Ouais, et puis l'expérience d'avant où tu te dis... Et ce qui est paradoxal, c'est que ces expériences-là t'apprennent que tu... t'en tires un bénéfice. Ah oui. Et en fait, où clairement, derrière, tu es presque reconnaissante d'avoir vécu cette situation-là. Donc, la situation que j'avais vécue auparavant du boulot me faisait dire que oui, avec moi, ça serait différent parce que j'étais passée par là, que je serais faire avec cette personne-là. Je serais faire avec son caractère et avec qui elle est. Parce que j'avais déjà eu une ancienne manager avec un sacré caractère, qui en plus était aussi ma tante. Ma tante. Ouais, mais au-delà même de ma tante, c'était le schéma de l'entreprise. Quand à un moment donné, dans mon ancien le taf juste avant, c'est-à-dire que j'avais une personne, elle était en copie des mails de ma N+1, mais elle était aussi en copie de mes mails à moi, ce qui fait qu'on recevait des notifications à l'époque sur Outlook d'interférences, parce que dès qu'il était en copie, lui, d'un mail, en gros, le gars le recevait 3 fois, quoi. Donc, et du coup, est-ce que toi, tu as un tips pour ceux qui vont nous écouter de te dire
comment t'as fait pour te dire stop ou qu'est-ce que tu as mis en place pour ne plus être dans des relations toxiques au travail? En fait, déjà, même avant, je pense que c'est s'écouter. Et on On revient toujours à la même chose. Ne pas avoir peur de s'écouter, quoi. Si t'as un truc viscéral à l'intérieur de toi qui te crée un truc, intuition, ce que tu veux, ressenti, guide, machin, vous l'appelez mais comme vous voulez, je m'en fous, c'est de se dire, ouais, il y a un truc qui m'alerte là, il faut pas que j'y aille. Ou j'y vais, mais j'y vais en connaissance de cause. Et de toute façon, je suis là, ça va me régler quelque chose que j'ai à régler chez moi. Ouais, clairement. Mais Et est-ce que tu penses que... alors moi, j'ai mon avis. Je vais le donner après. Est-ce que tu penses que... on va toujours, de toute façon, dans des schémas répétitifs? Ou est-ce que tu penses qu'à mon avis, on part dans les schémas répétitifs tant que les choses ne sont pas réglées? Mais clairement. Pour moi, tu vis toujours des répliques d'une situation. Si tu ne l'as pas... pleinement conscientisé. Ok. Par exemple, moi j'entends souvent des nanas dans des contextes d'accompagnement où elles me disent qu'elles en ont ras-le-bol parce qu'elles trouvent, elles ont toujours le même type de mec, elles rencontrent toujours le même type de mec. Donc j'avoue que je me suis pas mal posé la question et en fait la situation pro finalement revient assez... pour moi de toute façon, qu'elle soit amicale ou professionnelle ou amoureuse, tant qu'il y a relation, il y a forcément... tant qu'il y a un duo, il y a forcément relation. À minima 2 personnes. Je pense qu'en fait, d'une part, enfin c'est pas je pense, c'est scientifiquement prouvé, le cerveau de toute façon connaît quelque chose et le répète. Il y a des drames familiaux où le père était, par exemple, un violeur et... Ouais, mais malheureusement, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le cerveau, malgré qu'il veuille faire différent, en fait, il connaît un schéma et naturellement, il répète un schéma. Donc je pense que de toute façon, on répète toujours un schéma parce que de manière que ce soit positive ou négative, en fait, tu t'es dans une zone de confort. Alors, ok, c'est une zone de confort de merde, mais ça reste une zone de confort. Tu vois, typiquement, quand j'avais fait mon bilan de compétences, la nana avait eu un bon mot en me disant que c'était pas une situation, c'était pas une zone de confort, mais plutôt une zone d'inconfort. Et que même dans une zone d'inconfort, tu trouvais un confort. Ouais. Oui, parce que c'est un schéma que tu rassurant. Connais. C'est rassurant parce que tu connais. C'est rassurant, exactement. Parce que comme tu disais, c'était ta deuxième chef qui était déjà comme ça, donc de toute façon, tu avais le sentiment que tu pouvais la gérer parce que tu l'avais déjà gérée, et que voilà. Ouais, pas que je l'avais gérée, mais que j'étais armée et que je serais y faire face, etc. J'ai eu fait face pendant un temps, c'est pas le problème, mais c'est que à un moment donné, la toxicité de ces relations-là fait que ça s'est aggravé quand même. Du coup, les tips pour ces nanas qui trouvent toujours, qui recherchent toujours le même mec, en fait, déjà d'une part se poser la question de quelle est la blessure qu'elles veulent compenser par cette relation. Ensuite, arrêter de croire que en fait le prince charmant existe. Enfin bon, voilà, faut pas idéaliser une situation, il y a rien d'idéal, personne n'est parfait. Et faut surtout pas, en fait, faut s'aimer soi pour pouvoir aimer les autres. Et faut être bien soi pour être bien en couple. Ça veut dire si moi je suis bien dans mes pompes, forcément j'amène avec moi aussi les gens bien. Enfin voilà, ça c'est le pouvoir de l'attraction comme on disait dans l'autre podcast. Mais c'est surtout qu'en fait ça veut dire que si tu es bien toi, ça veut dire que tu connais tes besoins et tu connais tes limites. Donc l'autre sera forcément en adéquation avec toi parce que du coup il a pas le choix, sinon il dégage. En gros, c'est un peu ça. Oui. Et en fait, mais parce qu'il y en a, le problème c'est qu'ils vont, alors là après, ils t'emmènent à te faire douter de tes propres limites et de tes propres attentes. Oui, après c'est le pervers narcissique. Mais il n'existe qu'un pervers narcissique s'il existe une victime. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est plutôt ça en fait, c'est-à-dire que moi les nanas qui diraient ouais je me retrouve toujours avec le même type de gars, j'attire toujours le même type de mec, je dirais déjà est-ce que tu te mets pas en position d'attirer ce type de personne? Et là c'est vraiment pas, je veux pas culpabiliser quelqu'un quand je dis ça, parce que c'est juste de se dire des fois on adopte un certain comportement
Et notre attitude, on prend pas du recul sur notre attitude et c'est normal parce qu'on est censé vivre spontanément en fait. Oui, si on réfléchit Donc, à voilà, tout. si on réfléchit à tout, on suranalyse les situations et c'est pas bon. Donc c'est juste des fois de se dire, oula, attends, peut-être que ce gars-là qui est en train de m'écrire, où je sens que j'ai des papillons dans le ventre, ça me crée un truc, prendre 2 minutes. Stop. Oui, puis est-ce que... Et est-ce qu'au final, ces papillons dans le ventre, c'est pas ton instinct qui te dit n'y va pas? Oui. Juste, des fois, de souffler et d'être dans en fait, d'être dans l'attitude de si c'était une copine qui vivait la même situation, qu'est-ce que je lui dirais? Et des fois, ça aide énormément. Ouais. Puis après, ne pas aller chercher des gens qui nous ressemblent et vraiment essayer de trouver la complémentarité. Il y a un grand philosophe, alors Johan, s'il écoutait, bon, je suis rassurée, il l'écoutera pas, mais il y a un grand philosophe américain qui a donné la théorie des olives sur la pizza. En gros, c'est la complémentarité. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans un couple, pour que ça fonctionne, je schématise, il faut que l'un aime les olives et l'autre pas, pour partager une pizza. En gros, il faut que l'un fasse la vaisselle, l'autre la bouffe. Voilà. C'est typiquement, en fait, c'est la complémentarité. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne dans une relation, il faut que l'autre soit ce que moi je ne suis pas. Et on s'apporte en fait mutuellement et on se porte. Le problème souvent, c'est que ces personnes qui sont tout le temps dans des relations toxiques vont aller vers les personnes qu'elles sont aussi et qu'elles sont capables et ceux qui les met en défaut en fait. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas chercher aussi par exemple une relation maternelle avec ta responsable alors qu'en fait c'est très compliqué la relation avec ta mère. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que tu vas faire l'enfant avec ta chef. Mais tu vas pas supporter parce qu'elle va faire la mère. En fait, souvent, on va quand même chercher la situation qui nous est compliquée, mais qu'en fait, on connaît depuis toujours. Donc voilà. Du coup, je pense qu'il faut vraiment, à aujourd'hui, se dire, qu'est-ce que j'ai besoin ? Est-ce que j'ai besoin d'une relation avec un mec ? Est-ce que j'ai besoin de ken avec un mec ? Est-ce que j'ai besoin, à un moment donné, de juste partir en vacances et le reste du quotidien, ça m'intéresse pas ? Enfin, en fait, je pense qu'il faut juste se reposer, c'est ça. Et comme au travail, est-ce que j'ai besoin, à un moment donné, que ma chef prenne l'ascendant sur moi parce que de toute façon, ça me va d'être porté ? Est-ce que je veux pas et puis je me casse ? Après, voilà, il faut avoir aussi les couronnesses de se barrer. Les moyens financiers, j'entends que tout n'est pas si simple. Mais puis après, c'est surtout assumer, en fait. Oui. Je pense qu'il n'y a pas de bon, mauvais discours. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Je pense à ça, en plus. Non, mais en fait, on vit pour soi. Donc, forcément, il y a des attitudes qui, pour certains, paraîtront totalement anecdotiques. Et pour d'autres, vont les blesser parce que ça va raviver quelque chose chez eux. Parce que ça fait partie de ce schéma, de ce processus, de quelque chose qu'elles n'ont pas accepté et qu'il faut guérir. Tu vois. Et donc c'est clairement, à la base, oui, une blessure qui... pour moi, la relation toxique, du moins, n'est envisageable et ne se met en place que parce qu'il y a une blessure latente qui n'a pas été soignée. Ah oui, complètement. Et d'un côté comme de l'autre. Oui, d'un côté comme de l'autre. Et je pense que dans une relation, quelle qu'elle soit, il faut pas s'oublier. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, moi par exemple, j'ai eu le cadre en fait où, amicalement, clairement, en fait, c'est un jour une copine qui m'a dit mais quand je te vois avec elle, tu n'es pas toi. Et en fait, ça m'a tilté. J'ai dit mais en fait, complètement, je suis pas moi et je m'y perds. Bon, j'ai pas eu les couronnesses de partir, même si je savais que cette relation... Alors, elle était pas toxique, elle était loin d'être toxique, parce que je ne me bouffais pas la vie, Voilà, il y a eu des moments où ça a été compliqué parce que j'étais blessée, elle aussi, je pense, mais c'était pas toxique, c'était pas... Voilà, je sais très bien identifier quels étaient les problèmes et tout ça. Et en fait, cette personne était beaucoup comme moi. Je pense, en fait. Le fin mot de l'histoire, il est là. Et du coup, elle est trop comme moi. Et en fait, c'était pas possible. Ouais, mais après, je pense que pour la toxicité d'une relation... alors là, c'est pour ça que j'exclus vraiment quand c'est vraiment des pathologies, pervers, machin et tout. On reste dans des cadres de relations... Toxiques, mais à peu près normales. Non, mais toxiques qu'on arrive à identifier. Il n'y a pas de danger physique. Il n'y a pas de danger, voilà. Toutes les personnes qui... subissent des agressions physiques ou morales, qui sont rabaissées constamment, mais
Si vous pouvez le faire, fuyez. Il y a des numéros adaptés, appelez. N'hésitez pas à en parler. Je me dirais ô combien c'est important voilà, le moindre petit soutien d'une amie ou quoi. Pensez pas déranger quelqu'un en alertant sur ces situations-là, quoi. Donc, parenthèse faite, pour moi, une relation toxique, c'est aussi le fait de se sentir des fois un peu trop pareil, mais aussi un peu trop fusionnel. Je rebondis sur... je disais que j'en avais pas eu dans un cercle intime. C'est faux. Et comme quoi on peut s'en sortir aussi. Je vais y venir. Parce que je suis en train de penser à une relation amicale aussi que j'ai eue avec ma meilleure amie. On s'est rencontrés jeunes, on était adolescentes. Et on était tellement fusionnels que ça en est devenu toxique. Ça en est devenu toxique parce que je ne savais pas faire quelque chose sans elle et que je rentrais dans un schéma où c'était trop. C'était trop d'être dans cette dualité, dans ce truc de voilà. Et je pense que j'imposais un schéma. Alors, vous inquiétez pas, c'est le feu juste qui crépite. Parce qu'on a du soleil, mais il fait froid, quoi. Et donc, ouais, cette toxicité d'essayer de préserver une relation et à bout de souffle, en fait, et de forcément être toujours dans la négation. Elle aussi, elle le vivait de manière toxique. De toute façon, si on en est arrivé à ne plus se parler pendant 2 ans, c'est que fallait que ça pète, fallait que ça clash, parce qu'il y avait trop de choses qui faisaient que on se bouffait l'une et l'autre, en fait. Donc là, vous avez réussi à vous dire les non-dits. C'est déjà, on s'est dit avant de mettre un terme à cette relation amicale, on s'est dit tout ce qu'on avait besoin de se dire, mais il y avait beaucoup de ressentiments, etc. Et quand plus tard on a repris contact, vous aviez posé les règles. On a déjà tout remis à plat. Et oui, on a posé les règles. On a posé les règles. Je me connaissais mieux. Et en fait, j'ai su identifier aussi où à des moments, attention Léna, en fait, là c'est juste ta blessure qui parle. Attention Léna, là c'est juste ta peur de perdre quelqu'un qui parle. C'est juste, voilà. Et en fait, déjà, je me suis beaucoup détachée de ce sentiment par rapport à cette relation-là. Et ce qui fait que j'étais vraiment dans ma relation amicale normale. Voilà. Épanouissante pour les deux. Épanouissante pour les deux, où t'en tires des bénéfices. Voilà, tu peux parler avec la personne. En fait, à partir du moment où tu sais qu'il y a des choses que tu peux pas dire, parce que t'as peur du jugement de la personne en face, tu peux te poser la question sur la toxicité de la relation. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense qu'à partir du moment où de toute façon il y a doute, il n'y a pas de doute. Donc si tu commences à te poser des questions... On adore cette phrase. Non mais de toute façon on la met à toutes les sauces quand on sait pas quoi dire. Non mais c'est vrai. En fait, comme le lait blanc. Moi ce que je trouve bien, c'est qu'à un moment donné, déjà d'une part, je prends l'exemple de votre relation, déjà vous avez eu l'envie à un moment donné, et donc là tu sais faire part, de rabaisser l'ego en disant ok très bien machin, vous avez eu l'envie aussi de renouer, et vous avez eu l'envie, enfin je pense que déjà plus de non-dit, l'envie de renouer, sachant que à demain ça peut être potentiellement non, mais après, tu peux être compliqué, mais par contre à partir du moment où il y a communication, et en fait ça revient à ce qu'on disait dès le départ, s'il y a communication, pour moi déjà la relation elle est plus saine, mais il faut arriver à se dire les choses les uns les autres. Exactement. Et ne pas envahir. C'est ça. Mais après, on ne peut pas être d'accord. On est l'exemple même. On s'en voit quand même pas mal valser en off, il faut le savoir. Jamais avec la fessée, par contre. Pourtant, j'aimerais bien. Ça ferait un bon look. Jamais avec la fessée. J'aimerais bien. Donc, on s'envoie, voilà. Mais je ne vais pas remettre en question notre amitié. Et je veux surtout pas remettre en question notre amitié sur des points de vue divergents.
Alors que quand je parle de toxicité, tu vois, avec elle, c'était que j'en venais à effacer ce que je pensais réellement Pour lui faire plaisir. être acceptée, pour garder cette relation, etc., etc. Et c'est pour ça que ça a pété. Parce qu'au final, je n'étais pas réellement moi, et elle n'était pas réellement elle. Parce qu'on avait peur de blesser l'autre, donc il y avait des non-dits. Voilà. Quand je dis, à partir du moment où tu ne t'autorises pas à dire des choses, alors je dis pas qu'il faut tout dire à ses amis, c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout ça que je dis, c'est à partir du moment où tu ne peux plus être toi-même et où tu commences à rentrer dans quelque chose de consensuel, d'accepter tout, ben c'est là où ça va pas, c'est là où tu rentres dans un truc toxique. Après, tu peux t'envoyer valser avec tes potes, si derrière tu sais que l'autre est pas rancunier et que c'est votre amitié qui est faite comme ça, ça va, faut pas non plus... oui, tant que tout le monde y trouve son compte et il est bien. Voilà, faut pas non plus tout dramatiser forcément. C'est sûr. Mais voilà, par contre, voilà, si vous voyez par contre des personnes qui sont dans des... En difficulté physique ou morale, vraiment. Et puis, si vous voyez des personnes qui sont dans des situations de souffrance, là, voilà, il y a des numéros adaptés, il y a des accompagnements dédiés. Faut pas aussi hésiter en tant qu'ami à des fois dire attention, moi j'ai ce sentiment-là, parce que des fois ça peut être qu'un sentiment propre, que tu vis une situation pas évidente, et il faut pas laisser de non-dit non plus par rapport à ces situations-là, parce que ô combien de personnes disaient ouais, j'avais l'impression mais j'ai rien fait, puis après on s'en veut, quoi. Oui. Bon là ça va encore. Ouais. Bon, du coup, 2-3 tips. On connaît ses limites, on connaît ses besoins, on communique sur les non-dits, on se dit les choses, on peut tout se dire avec quelqu'un. Il faut apprendre juste... Bon, c'est bien d'être accompagné de tact et diplomatie, c'est pas mal, en temps normal, on peut aussi, voilà. Il n'y a pas toujours de bons moments et de bons mots, mais il faut s'adapter aussi, chacun. Et parfois, il faut aussi mettre l'ego dans la poche parce que, voilà, c'est pas important, en fait. Bon. Non, et puis... Oui, il y a ça, il y a le fait de... Ne pas répéter toujours les mêmes schémas. Mais d'essayer de comprendre pourquoi on répète le même schéma. D'essayer de comprendre la blessure. La blessure. Et puis en répète. fait, voilà, de se dire, attention, s'il y a un truc physique, une boule au ventre, voilà, des fois d'être dans l'analyse et d'y mettre un peu de réserve et tout, parce que les relations qui partent tout feu, tout flamme comme ça, des fois c'est jamais bon. Des fois, ça peut l'être, hein, c'est pas le problème. Il y a des cas de coups de foudre et les gens s'installent au bout de 3 jours chez l'un chez l'autre. Mais faut quand même veiller et être pleinement conscient de qui on est. Et de pas s'oublier. Ouais, de pas s'oublier de qui on est. Et puis en fait, à partir du moment où on sait qui on est et qu'on déroge pas à ça, ben, c'est pas grave en fait. Oui, puis on peut évoluer aussi, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais on peut évoluer aussi. Mais clairement. Mais il faut communiquer et le dire à l'autre. Ben voilà, il y a 3 ans de ça, tant qu'on faisait ça, ben moi ça m'allait, maintenant ça me va plus. Ça me va plus, encore heureux. Mais à partir du moment où on rentre dans un schéma où on s'oublie pour faire plaisir à l'autre et où il y a ce truc de nourrir l'autre plus que soi, ben c'est là où c'est pas bon. Ah oui. Si la relation elle vous nourrit plus et que vous y trouvez plus d'intérêt, alors c'est malheureux ce que je dis, mais forcément qu'une relation elle a un intérêt. Oui, elle a l'intérêt de vous porter. Elle a l'intérêt de vous faire plaisir, de voir l'autre, de discuter, d'échanger, de pas forcément être en accord, mais s'il y a des choses que vous vous limitez de dire par peur de ne pas être compris, par peur de ne pas... voilà, mais c'est là où la mécanique de la relation toxique se met en place. Et donc là, c'est soit vous y allez pleinement conscient, mais en mettant des choses en place pour éviter que ça rentre dans ce schéma-là, et là, vous ouvrez le débat, la communication, en disant attention, moi tel trait ça me convient pas, soit si vraiment l'autre ne peut pas répondre à ça, vous sortez de la relation, parce qu'à un moment donné il faut le dire aussi, sortir d'une relation amicale, familiale. Quelle pipelette cette Léna. Mais non mais c'est vrai, je dois te le dire, t'es une pipelette. Je le sais, une fois que je suis lancée, non mais on l'arrête plus. C'est ça. Mais juste que on l'a pas dit ça, sortir d'une relation, il faut pouvoir le dire. Mais il faut avoir le courage de le faire. C'est ça. Et avoir confiance en soi pour le faire. Faites-vous confiance.
Écoutez les 3 autres podcasts, courage, confiance et lâcher prise. Vous allez voir, vous serez finito les relations toxiques. Moi, ça c'est un très bon conseil. Bon. Allez, on se retrouve sur un prochain podcast vendredi prochain. Des bisous, prenez soin de vous.